Dans le cosmos qu'est le monde de la joaillerie, les sujets sont nombreux et divers comme autant de galaxies qui gravitent ensemble dans le système planétaire joaillier que J'aime Genève a construit. Ce salon devenu événement culturel offre à ses exposants comme à ses visiteurs un ensemble de sujets d'exploration autour du bijou, des savoir-faire et des problématiques actuelles. Alors, je les ai rassemblés dans un univers. La 7e saison du podcast thématique de la joaillerie, Il était une fois le bijou. Pour cette émission, je vous propose d'explorer une nouvelle nébuleuse, celle des perles, ou plutôt la planète où l'on prend soin de ces perles. Alors j'ai avec moi Sandrine Guijac, l'enfileuse et peleuse de perles qui a inscrit son savoir-faire si particulier à l'UNESCO. Bonjour Sabine Guiguer. Bonjour Anne. On commence par quoi, l'enfilage ou le pelage ? Alors on va peut-être commencer par l'enfilage parce que ça parle un petit peu à tout le monde. Chaque petite fille a enfilé des perles de rocaille, de bois ou quelque chose qui lui passait par la main. Donc ça va parler plutôt à une grande partie des personnes qui vont écouter. Donc l'enfilage est l'art de mettre les perles ou des pierres, donc c'est égal, c'est la même méthode. On va simplement adapter le fil sur un fil. Donc, on va mettre le fil qui sera en respect avec la matière avec laquelle on travaille parce que toutes les pierres n'ont pas la même dureté, la même fragilité. Donc, on ne peut pas utiliser un même fil pour, par exemple, un saphir, un rubis, qui est une pierre dure, ou pour une perle, ou une turquoise, ou une opale, où c'est quelque chose quand même de mou, de très délicat. Donc, on va avoir un fil plutôt délicat pour ce genre de matière. On va plutôt aller sur du fil de soie. De nos jours, on est obligé de travailler avec d'autres impératifs également. La mode actuellement est celle qui demande des pompons. Des pompons, c'est quelque chose de lourd. Ça demande quelquefois des pendentifs. Ces pendentifs sont lourds. Lorsque l'on choisit le fil, on va devoir jongler entre d'un côté l'impératif de la délicatesse de la matière avec laquelle on travaille et de l'autre côté avec le poids qui va naturellement détendre le fil. Donc un fil de soie se détend tandis qu'un fil de nylon ne se détend pas et est beaucoup plus solide, donc va pouvoir supporter un poids et un tirage dessus qui est non négligeable. Quand je pense à un collier de perles et à l'enfiler des perles, moi je pense aux perles de nacre, les perles qui ont de la valeur, etc. Mais on peut aussi enfiler des perles plus simples, de lapis et autres, sauf que c'est très lourd. Alors oui, la lapis est relativement lourde. Il existe naturellement des pierres un petit peu plus légères. Si par exemple on prend du corail, le corail a tendance à être moins lourd. La perle, si c'est une perle de Chine, elle sera plus légère qu'une perle de Tahiti parce que moins grosse. C'est sûr que plus la pierre est grosse, plus ça aura du poids. C'est quelque chose que l'on doit vraiment prendre en compte lorsque l'on enfile parce qu'un collier lourd va naturellement, même sans un pendentif, il va tirer le fil. Est-ce qu'il y a différentes méthodes du genre, un peu comme les dentelles, il y a la dentelle de Calais, la dentelle d'Alençon. Est-ce qu'il y a une manière d'enfiler les perles qui est d'une technique différente par rapport à une autre ? Alors oui, il existe plusieurs techniques, mais à mon sens, on en a une qui respecte la matière avec laquelle on travaille, que ce soit une pierre ou une perle, c'est la même chose, c'est l'enfilage sans colle. Malheureusement, aujourd'hui, les écoles de joaillerie sur Paris, partout, on apprend, et c'est devenu la norme, on met le petit point de colle parce que ce ne sont pas les bons fils, ce ne sont pas les bons nœuds, ce ne sont pas les bonnes finitions, ni les bons départs. Donc, par finition et départ, je parle du moment où on fixe le rang de pierre ou de perle à un fermoir, ou si le collier n'a pas de fermoir, là où on va joindre les deux bouts afin que ça fasse un collier. Ma méthode ne contient pas de colle. C'est une méthode où le fil est libre dans la pierre parce que lorsque l'on met un point de colle sur le nœud afin qu'il ne se défasse pas,
Bien sûr, on règle le problème du nœud qui se défait, mais on crée un autre problème et le fil qui contient la colle devient cassant. Donc, du coup, la cliente, lorsqu'elle mettra son collier systématiquement à gauche et à droite du fermoir, elle mettra ses mains sur le point le plus délicat de son collier et ça va casser le fil. Et, chose non négligeable, le fil va pomper la colle, va aller à l'intérieur de la pierre et suivant la pierre que c'est ou la perle, ça va ronger la matière à l'intérieur de la perle et ensuite ça va fixer le fil dans la pierre ou la perle et lorsque l'on veut refaire un enfilage parce que on doit changer le fil ou on veut changer quelque chose au design de son bijou ou quoi que ce soit et on se retrouve avec des fils qui collent à l'intérieur des pierres, on doit très souvent repercer et qui dit reperçage dit un risque de casse. Alors moi, j'ai en tête les colliers où on a les perles les unes derrière les autres et les colliers où on a perles, nœuds, perles, nœuds. Voilà, donc le nœud en lui-même a plusieurs fonctions. Tout d'abord, le premier qui nous vient tous à l'idée, c'est le fait que lorsque le collier se casse, vous ne vous retrouvez pas à quatre pattes à rechercher 54 ou 57 perles, mais vous en avez une, voire peut-être deux, qui tombent par terre et c'est tout. Donc ça, c'est déjà quelque chose de, on va dire, pratique. Ensuite, le collier, s'il est enfilé avec des nœuds, mais les nœuds doivent être discrets. On ne peut pas faire, si on a un fil pas assez épais, faire 2, voire 3 nœuds les uns sur les autres, parce que là, on obtient des nœuds disgracieux. Donc le nœud doit vraiment être discret et il va permettre de donner une légèreté visuelle au rang de perles. Il va permettre aux perles de tomber délicatement en quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui tombe droit, alors que si on ne met pas de nœud, les pierres vont se crocher l'une aux autres et on va avoir un rang en zigzag. Donc, à mon avis, mais ça n'engage que moi, c'est disgracieux au niveau des yeux. De nos jours, on ne devrait pas le faire parce qu'on obtient des colliers qui partent en zigzag et franchement, c'est pas très joli à voir. Ensuite, le nœud fait office de protection entre les pierres. Ça va empêcher les pierres de se frotter les unes aux autres et de s'user. Et la dernière fonction, c'est une question d'hygiène. Parce que le nœud va empêcher les pierres de se coller les unes aux autres, ou les perles, et de ce fait, il va empêcher à la saleté. Quand je dis saleté, ce n'est pas péjoratif, mais c'est nos produits de beauté qu'on met sur nos corps, c'est la pollution ambiante, c'est la transpiration, c'est les fibres d'un pull, par exemple. Ça va aller se mettre sur le nœud et non sur les pierres. Du coup, lorsque l'on nettoie, on donne au joaillier à nettoyer son collier, il va enlever le vieux fil et il va nettoyer la perle ou la pierre et ensuite il va remettre un fil propre et il va refaire des nœuds naturellement propres. Et ainsi, on va empêcher la perle surtout de s'asphyxier parce que la perle est quelque chose de vivant, comme le corail, comme l'opale, ça vit et si on la tue, on la tue. Tandis qu'une pierre de saphir, s'il y a un jeton ou quelque chose de cassé ou quoi que ce soit, on peut retailler. La perle, non, on ne peut pas le faire. La perle, si elle est morte, elle est morte. Dans la vie de mon collier, il faut que je lui change son fil tous les combien ? Ça dépend le porter, ça dépend si vous le portez à même la peau, si vous le portez sur une blouse ou un pull. Moi, je dirais, la première des choses, regardez s'il y a un espace qui se forme entre le nœud et la pierre ou la perle. Ensuite, si naturellement vous revenez de vacances d'été et votre merveilleux collier de perles blanches a des nœuds avec le bronzage qui s'enlève, eh ben, va falloir le faire réenfiler afin que le fil soit de nouveau blanc, bien entendu. Moi, je dirais c'est à l'œil. On peut aider par le fait que si l'on porte un collier sur la peau, lorsque l'on l'enlève, peut-être délicatement passer un tissu de microfibre. Ça va très bien et ça enlève une bonne partie. Ça n'enlèvera pas tout, mais ça enlèvera une bonne partie et comme ça permet de garder peut-être un petit peu plus longtemps. Et tu disais, le premier, c'est s'il y a un espace qui se crée. Ça veut dire que le fil, il se détend Il se détend. Au bout d'un certain temps, le fil va se détendre de toute façon.
plus rapidement avec un fil de soie. Ensuite, c'est sûr, si on tire, on reste croché quelque part, on a un sautoir, on reste croché dans un tiroir ou je ne sais quoi, eh ben, ça va le tirer d'un coup et l'espacement va se faire d'un coup. Ou on porte un petit enfant et il tire dessus, eh ben oui, ça va, voilà, ça va se détendre. Mais qu'est-ce que je dirais? Allez, un enfilage toutes les 1 année et demie à 2 ans. On va dire ça comme ça. C'est sûr, si c'est un collier qui est porté tous les jours ou voilà, on rentre de vacances et le bronzage va sur ben, faudra le changer avant. Mais normalement, allez, on va dire 1 année et demie à 2 ans. Combien de temps tu as mis pour apprendre l'enfilage dans les règles? Et où on l'apprend aujourd'hui? Alors, dans les règles, sans colle, je connais personne qui l'enseigne sans colle. Partout où je demande, on me dit non, on termine à la colle. Donc, mon but est de former la relève parce que c'est un métier qui se meurt. Et puis, ça me tient à cœur que le système avec la colle ne devienne pas une norme. Comme m'a si joliment dit la personne qui m'a formée, à l'époque des tsars, il y avait des perles, il y avait des colliers, il n'existait pas de colle et ça devait tenir. Et ça tenait. Donc, on va repartir sur la méthode sans colle. Elle est plus longue, elle est plus minutieuse. On n'a pas le droit à l'erreur parce qu'avec la colle, on peut cacher une erreur. Tandis que sans colle, ben c'est si on a mal calculé l'espacement lors du retour, lors de la fixation au fermoir, on a mal calculé l'espacement entre chaque perle qu'il nous faut pour faire le retour, et ben on se retrouve avec un collier avec un espacement trop grand, donc on peut recommencer. Et tout à l'heure, tu as dit, je peux fermer les colliers où il n'y a pas de fermoir. Moi, quand je fais un nœud et qu'il y a 2 fils de chaque côté, en général, il bique sur le côté. T'en fais quoi alors si tu veux pas de colle? Tu les mets où? Tu coupes à ras de la perle. Mais pour ça, tu passes dans la perle et ensuite tu coupes à ras de la perle. Et c'est là que vient le travail très minutieux. C'est que ce fil qui est en fin de compte libre dans la dernière perle n'ose pas bouger. Parce que si elle bouge, le fil ressort. Donc c'est là l'art de bien calculer l'espacement qu'il nous faut pour y mettre le nœud afin que la dernière perle ne bouge pas. Donc maintenant, on va passer à l'autre truc qui me fascine, le pelage de perles. Alors, le pelage de perles, c'est une méthode qui ne se fait que sur les perles fines. Donc, perle fine, c'est la vraie perle. C'est la perle qui est née sans intervention de l'homme, contrairement à la perle de culture où c'est l'homme qui insère un nucléus dans la perle, dans le manteau de la perle, et la perle se sent agressée. Donc, pour éviter le même processus que le processus naturel, pour éviter une infection, elle va fournir de la nacre afin de se protéger. Donc, la perle fine, c'est une perle qui naît d'un grain de sable, d'un bout de coquillage, d'un caillou, de quelque chose qui se serait infiltré tout seul dans la perle et qui se serait fixé au manteau. Et du coup, la perle se sent agressée, donc elle va fournir de la nacre et elle va en fournir et elle va construire la nacre autour de l'intrus comme un mur de briques. Donc ce sont des couches successives et c'est ces couches successives de nacre qui vont faire que on parle d'un merveilleux Orient parce que c'est la réverbération de la lumière dans les différentes couches de nacre qui vont faire que l'Orient soit régulier. Lorsque l'on pèle une perle, on va enlever des petites couches, mais c'est infime, c'est de la poudre que l'on enlève au scalpel. On va enlever ces impuretés qui peuvent être dues à un choc, qui peuvent être dues au porté, qui peuvent être les dégâts de la laque, des parfums, l'exposition dans les vitrines, trop longtemps, elles perdent de leur humidité. Donc, on va les peler, on va enlever ces impuretés avec un scalpel, mais c'est le même travail qu'un diamantaire. On regarde à la loupe et on pèle pour enlever ces impuretés, mais là, on n'ose pas trop peler parce que si l'on pèle trop d'un côté, on va rendre la perle avec une couche irrégulière. Donc, du coup,
elle va être dépréciée dans le prix parce que sa couche n'est plus régulière. Donc c'est un travail très très minutieux. De nouveau, on n'a pas le droit à l'erreur parce que si on a trop enlevé, on ne peut plus remettre. C'est un long travail, ça se fait en plusieurs phases parce qu'on naturellement on attaque la perle en lui enlevant des couches. Donc après, on doit un petit peu la bichonner. Et là, j'ai une petite mixture pour la bichonner. Et ça permet de renourrir la nacre, ça permet de lui redonner du lustre, de la chouchouter. On va dire ça comme ça, un petit bain de jouvence. Tu nous donnes la recette de ta petite Ah non. mixture? Oh, zut alors. Alors, si je comprends bien, ce pelage, ça fonctionne sur les perles de nacre, ça fonctionne pas sur les perles porcelaines. Ah oui, c'est uniquement la nacre. C'est quelque chose qui se fait uniquement, qui est uniquement possible sur la nacre. Donc j'ai bien compris, tu prends la perle naturelle, parce que c'est celle dont il faut garder la valeur. Et est-ce que c'est la même chose si c'est une perle naturelle de Tahiti, une perle dorée du C'est Sud? exactement la même chose. C'est toujours le même procédé. L'impératif pour faire le pelage, c'est vraiment que ce soit une vraie perle. Alors, on pourrait le faire sur une perle de culture des mers du Sud qui a une grosse couche de nacre, mais en principe, on ne le fait pas parce qu'on trie déjà à la production. On garde les belles perles et les perles moins belles, on ne les garde pas. Tandis que la perle fine, on la prend même si elle a des dégâts parce que c'est une perle fine, parce que ça a de la valeur, parce qu'elle est fine. Donc, et après, nous, je dirais, on lui donne un petit coup de pouce, on l'aide un petit peu à se sentir belle. Cette perle, il faut quand même qu'elle ait quand même un diamètre certain avant que tu l'appelles. On peut pas faire ça sur un semis, par exemple. Non, non, c'est sûr que de nouveau sur un semis, ça ne vaut pas la peine. Parce que c'est de nouveau une question de prix. Parce que comme c'est un travail très long, c'est naturellement une intervention qui est coûteuse. Donc, on va le faire sur des perles de valeur. On va le faire sur des perles où on peut sans autre dire oui, on a investi autant, mais du coup, la perle, parce qu'on lui a fait ce petit traitement de jouvence, elle prend de la valeur parce qu'elle est juste très belle maintenant et on lui a enlevé ce qui était moins beau. Et surtout, quand je cherchais de la crédibilité à ma façon de faire, je l'ai fait en collaboration avec le SSEF à Bâle, un laboratoire qui certifie l'authenticité des perles, qui fait de toute la joaillerie, donc les pierres, les perles, mais qui certifie l'authenticité des perles fines. Et pour moi, cette démarche était surtout pour, donner de la crédibilité à ma méthode et également donner une garantie aux futurs clients qui me confient une perle, parce que c'est naturellement pas un petit montant qu'on me confie, c'est des perles qui ont des énormes valeurs. Et ma méthode a été certifiée par le SSEF que lorsqu'une perle suit un traitement chez moi, elle arrive au SSEF et elle n'aura pas la notation sur son certificat qu'elle a été travaillée. Elle n'aura pas la certification Be Worked sur son papier. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'une perle qui a cette annotation déprécie dans le prix fortement. Quelle est la perle la plus waouh que tu as eu à soigner? Ouf, j'en ai eu pas mal. Je dirais qu'il n'y en a pas une qui sortait plus de l'ordinaire parce que pour moi, chaque perle est une merveille. Chaque perle, c'est un cadeau de la nature. J'en ai eu des plus compliqués où on avait une partie du manteau qui était restée crochée à la perle. Donc, c'était très disgracieux. Donc, il a fallu aller gratter. Ça, c'était un autre challenge. J'ai pas une perle de préférence. Chacune a sa particularité. On va dire ça comme ça. Les perles qui passent entre tes mains qui ont de la valeur, soit c'est des perles de collectionneurs, soit c'est peut-être des perles historiques de musées. Et est-ce qu'il y a une perle comme ça que tu aimerais soigner? Ce que j'aimerais beaucoup, parce que j'en vois les dégâts, c'est les tiares qui sont sur différentes têtes, couronnées ou non. Parce que naturellement, lorsque ces tiares sont posés sur les cheveux, il y a de la laque. Le coiffeur, lorsqu'il fait la mise en place de la tiare sur la tête, va rajouter de la laque. Et c'est ce qui tue les perles. Donc, si je pouvais, le simple fait de redonner une vie à ces perles, de les chouchouter, de les bichonner, c'est naturellement le plus beau des cadeaux. Quand on a une perle qui a subi les affres de l'humain et qu'on arrive à redonner une jeunesse, c'est quelque chose de gratifiant. Comme moi, j'ai pas une super méga perle qui vaut beaucoup. Pour mes petites perles à moi, t'as pas une petite recette secrète pour que je les bichonne toute seule?
Alors déjà, les bichonnets, c'est ne pas les garder enfermés dans un coffre à l'abri de la lumière, à l'abri de l'air. Il faut leur laisser de l'air. Ensuite, si elles doivent être dans un coffre, n'oubliez pas de ne pas les mettre dans des boîtes, mais de les laisser quand même un peu à l'air et de rajouter un bol avec un petit peu d'eau dedans. Ça va leur donner une légère humidité. Ensuite, quand vous les portez, la perle, que ce soit une boucle d'oreille, un bracelet, un collier, un bijou pour les cheveux ou quoi que ce soit, la perle est le dernier bijou que l'on met et est le premier bijou que l'on enlève. Juste si vous vous parfumez, vous pouvez vous parfumer, mais vous vous parfumez et vous laissez estomper, on va dire pendant une dizaine de minutes avant de poser votre collier, histoire que le parfum ait eu le temps de poser. La laque, vous laquez vos cheveux avant de poser le bijou, pas après. Et ne jamais, jamais dormir avec un collier de perles ou un bijou avec des perles. Parce que le corps humain, lorsqu'il dort, il élimine les toxines. Et les toxines sont éliminées par la peau. Et la perle pompe ces toxines. Donc, si vous voulez tuer un collier de perles, vous dormez avec et ainsi, vous tuerez votre collier de perles. Eh bien, on va tout vous faire comme tu nous as dit. Voilà. Et je te souhaite de pouvoir soigner et bichonner les tiares de toutes les têtes couronnées comme tu le souhaites. Quel merveilleux vœu. Merci. Merci Sabine. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu et que nous pourrons en parler ensemble lors de la prochaine édition du Salon. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Les semaines suivantes, je vous retrouverai en alternance sur le podcast Brillant et le podcast Le bijou comme un bisou. Faites-moi plaisir, soutenez les podcasts en mettant des avis, des pouces et des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. N'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux et à mettre de gentils commentaires sur les réseaux d'Il était une fois le bijou et de J'aime Genève. À tout bientôt.